On a des mesures incitatives pour envoyer des gens au cégep français. On rend le cégep français plus attractif, d'une part. D'autre part, on a une mesure obligatoire pour envoyer plus de gens au cégep français. Donc, à partir du moment où on augmente la proportion de gens au cégep français, pour commencer, de toute façon, tranquillement, je vais présenter la première conférencière et je tiens à remercier chaleureusement Mme Chalvin. Vous savez, des fois, on dit souvent « Ah, il n'y a pas beaucoup de femmes ». Je peux même vous donner les noms des femmes que j'ai approchées pour venir parler. Louise Baudouin, il y avait qui d'autre aussi? Sophie Stanquet, mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il y avait aussi... bon, j'ai juste le nom de Louise Baudouin dans la tête, ça va me revenir, mais j'ai approché 3-4 femmes et ils étaient tous soit à l'extérieur du Québec ou pas disponibles aujourd'hui. Fait que, il y avait Diane de Courcy aussi qu'on a approchée et elle n'était pas disponible. Fait qu'on laissait. Il restait juste moi. Il restait juste Mme Chalvin. Fait que merci. Merci beaucoup. Il restait ça. Donc, Mme Chalvin a exercé une double carrière de journaliste et d'administratrice dans la fonction publique du Québec. Elle dit qu'André Laurendeau fut son mentor au journal Le Devoir. Fait que vous avez eu la chance de connaître André Laurendeau? Très bien, c'est lui qui m'a engagé. C'est toute une chance de l'avoir parmi nous. De 1962 à 1975, elle a successivement été responsable des secteurs de l'éducation, de la santé et des affaires sociales. Cette carrière a été couronnée de plusieurs prix. En outre, avec Michel Chalvin, elle a publié le livre pamphlétaire « Comment on abrutit nos enfants » aux éditions du Jour en 1962. Diplômée de l'École nationale d'administration publique, elle a occupé de 1975 à 1996 des postes de direction dans différents organismes gouvernementaux, dont une quinzaine d'années à l'Office de la langue française. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la francisation, ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. À vous, Mme Chalvin. Bien, merci beaucoup, Josiane. Merci à vous tous qui êtes là. Merci d'apprécier que ce soit une femme, qu'il en reste une qui a décidé de venir. Ce que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, c'est une expérience très personnelle. Ça va être assez différent de ce qu'on a entendu ce matin, qui était plus au niveau, évidemment, législatif, démographique, etc. Moi, c'est comment j'ai vécu la francisation de l'intérieur en essayant de la faire faire et de la faire. Alors, ce que je souhaite vous communiquer, c'est aussi les moments, les années euphoriques de la francisation, parce que malgré tout, il y en a eu. Ensuite, des années que j'appelle héroïques, qui ont été beaucoup plus difficiles. Et je voudrais vous terminer en vous disant ce qu'il nous reste à faire, nous, comme association, comme citoyens, comme gens du Québec. Alors, je commence. J'ai intitulé ça « La francisation, ce qui a été fait ». Vous allez voir, c'est un peu ça que je décris au début, ce qui a été fait de l'intérieur, et ensuite ce qui nous reste à faire collectivement. Alors, c'est à mon mentor, André Laurendeau, que je dois non seulement mon initiation au journalisme, mais à l'amour de la langue française. C'est au journal Le Devoir que j'ai eu pendant 20 ans le bonheur d'utiliser et de partager avec le lectorat la rigueur, le charme et la poésie de cette langue. C'est en élevant mes enfants que j'ai découvert que les consignes sur leurs jouets étaient en anglais et que les manuels scolaires qu'ils utilisaient étaient truffés de fautes. De là, la publication en 1962 avec Michel Chalvin du livre « Comment on abrutit nos enfants » qui dénonce l'infantilisme de la langue et dénombre les centaines de fautes de français qu'ils contiennent. C'était vraiment une catastrophe. Je ne sais pas s'il y a des gens assez âgés pour se rappeler de cette époque, mais les manuels scolaires, au primaire, je parle, étaient vraiment une horreur au Québec. Ils ont été beaucoup changés, mais suite à ce genre de publications. Par conséquent, comme vous le voyez, mon intérêt pour la langue française ne date pas d'hier. Maintenant, c'est à Camille Lorrain, le père de la Charte de la langue française, la loi 101, que je dois ma ferveur à imposer maintenant et à défendre la langue française au Québec, le seul État francophone d'Amérique du Nord officiellement français, unilingue français, pardon. Comme homme politique, il a marqué notre histoire dans les grands domaines culturels de la langue et de l'éducation. Nous lui devons la conception, la rédaction, en collaboration avec le sociologue Guy Rocher,
et la mise en place de la Charte de la langue française adoptée par le gouvernement en août 1977. Il y a déjà 40 ans, comme tout le monde le sait. Mais la loi 101 en vigueur aujourd'hui est un pâle reflet de ce qu'elle était à l'époque. Elle est devenue moribonde, à mon avis. En août 1977, la Charte de la langue française est la première loi linguistique à caractère obligatoire. Elle fait du français la seule langue officielle du Québec. En 2017, la Charte de la langue française est devenue une loi charcutée qui crée un minimum d'obligations, aussi bien aux entreprises qu'aux fonctionnaires qui doivent l'administrer. Il n'y a qu'à comparer les différentes versions de la Charte pour le constater, mais je laisse aux juristes le soin de le démontrer, ainsi qu'aux démographes. Je pense que vous l'avez eu ce matin très bien. J'ai eu le bonheur de travailler à l'Office de la langue française à 2 reprises. D'abord, au tout début de l'application de la Charte, ça c'est vraiment les années fantastiques, de 79 à 83, et ensuite de 87 à 96, qui sont des années beaucoup plus difficiles, soit plus en tout d'une douzaine d'années. C'est à titre de directrice des bureaux régionaux que je suis rentrée à l'Office de la langue française. 2 ans après l'adoption de la Charte, l'Office reconnaît la nécessité d'accentuer sa présence dans les régions. Existaient alors déjà, existaient seulement des bureaux de Montréal et Québec. Mais l'organisme était déjà en relation avec des groupes de citoyens. Ça, c'est important, parce que vous allez voir, j'y reviens à la fin de la conférence en faisant appel aux groupes de citoyens. L'Office était donc en relation avec des groupes de citoyens, des associations vouées à la promotion du français, en particulier en Abitibi, où l'abbé Raté, vous savez que les religieux avaient beaucoup d'importance à cette époque, l'abbé Raté, professeur au séminaire d'Amos, avait créé le service régional de la langue française. Il fallait le faire à cette époque-là. De telles organisations existaient déjà à Hall, à Chicoutimi, ainsi que c'est grâce à ces citoyens vigilants et engagés que l'Office a pu connaître la situation réelle du français à l'extérieur des grandes villes. J'ai eu la satisfaction, avec une équipe engagée dispersée sur tout le territoire du Québec, d'ouvrir 8 autres bureaux régionaux. Au moment de mon départ, l'Office était présent dans toutes les régions administratives du Québec. Même si certains de ces bureaux ont été regroupés depuis, il en existe quand même encore à Rouyn-Noranda, Rimouski, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Chicoutimi. Cette décentralisation de l'Office, remise en quelque sorte aux citoyens de ces régions, a permis de recruter du personnel connaissant l'état du français chez eux. Ce n'étaient pas des fonctionnaires de Québec qui partaient là, c'était des gens des régions qui montaient les bureaux. Alors, ils connaissaient évidemment leur environnement, ils connaissaient les grandes et petites entreprises, souvent par leurs parents, ils connaissaient les commerces, l'hôtellerie, les services publics. Ils savaient vraiment, ils connaissaient la situation, qu'est-ce qui se faisait en français, qu'est-ce qui ne se faisait pas en français dans leur coin de pays. Pour certains, leurs parents avaient toujours travaillé en anglais, dans la grande usine d'Arvida, dans les papeteries de Trois-Rivières ou dans les manufactures de textiles de la Mauricie. Ce n'était pas le gouvernement qui s'installait chez eux. C'était des citoyens de la région. Ils étaient en principe 3. Les petits bureaux, ça comprenait 3 personnes. Un conseiller en francisation, un ou une linguiste, une secrétaire. C'était ça un bureau, c'était petit. Mais ces gens-là venaient de la région et ils connaissaient très bien les problèmes. Ils venaient les aider à vivre en français, à travailler et à vivre en français chez eux. Cette décision de l'Office de se rapprocher des clientèles régionales est, à mon avis, l'une des meilleures mesures de l'époque. Plusieurs des très grandes entreprises du Québec, n'oubliez pas, même sans compter les PME, étaient et sont encore installées en région. Nos grandes usines dont nous sommes fiers sont en région, ne sont pas toutes à Montréal. Avant d'obliger les gens à utiliser une langue qu'ils connaissent déjà, c'était des francophones, ils connaissaient déjà le français, il faut savoir pourquoi ils ne l'utilisent pas, à quel moment et dans quelles circonstances. L'enquête n'était pas longue à faire. On parlait français à la maison, on parlait français à l'école et chez les petits commerçants. Mais au travail, on tentait de comprendre ce que le patron nous disait en anglais. On tentait de déchiffrer les avis affichés dans l'usine qui étaient une langue anglaise. On tentait au garage de comprendre la facture du garagiste qui était uniquement en anglais pour désigner toutes les pièces de notre voiture.
sans compter, bien sûr, les factures même des grandes entreprises de services publics comme l'électricité, le gaz, etc. La tournée des entreprises fut encore plus révélatrice que n'importe quelle thèse de doctorat, je m'excuse pour les universitaires, sur le sujet. Des syndicalistes rencontrés sur place se plaignaient du taux anormal d'accidents de travail sur les chaînes de production. Ils étaient persuadés que les travailleurs, lors d'un bris mécanique ou un autre incident, ne comprenaient tout simplement pas les instructions qui étaient données en anglais seulement. Ils étaient également persuadés que plusieurs consignes rédigées uniquement en anglais n'étaient pas respectées, pas par mauvaise volonté, mais tout simplement parce que le personnel ne les comprenait pas. C'est aussi simple que ça. Alors la décision fut prise très rapidement. Les conseillers en francisation devaient s'adresser aux patrons des grandes entreprises en leur parlant d'argent. C'est la langue du commerce et des affaires et c'est celle que l'Office a utilisée dans les premiers temps. C'est ça qui touchait les patrons des entreprises. Pour faire accepter la francisation, il fallait que ça rapporte. Et comment ça rapporterait? C'est ainsi que l'argumentaire sur la diminution des accidents de travail et sur la hausse de productivité des travailleurs, sans compter l'amélioration du climat de travail, fut développé et imposé aux conseillers en francisation de l'époque, qui, avec l'aide du ou de la linguiste, proposaient des traductions, des affiches les plus susceptibles d'être à la source pour éviter des accidents de travail. Alors, on disait au patron, écoutez, si vous mettez une belle affiche en français plutôt qu'en anglais, qui va dire qu'on arrête la machine à tel endroit, vous allez voir, on prenait une chance. Il va y avoir moins d'accidents de travail. Bien, croyez-le ou pas, en 3 ans, je ne nommerai pas les entreprises, mais ce sont de très grandes entreprises, le pourcentage d'accidents de travail a baissé de 3 %. Pour une entreprise, c'est de l'argent. Ça coûte extrêmement cher un accident de travail. Alors, c'était un argument convaincant. Je veux dire, ça allait bien, on pouvait en parler facilement. C'est ainsi, je répète un peu, c'est ainsi que l'argumentaire sur la diminution des accidents de travail et sur la hausse de la productivité des travailleurs, sans compter l'amélioration du climat de travail, fut développé et imposé aux conseillers. Les rencontres aussi avec les syndicats de la région et les associations patronales complétaient ce que j'appelais, moi, la boîte à outils du personnel de la francisation. Vous partez avec ça pour convaincre les entreprises de se franciser. Mais il fallait en même temps conserver et stimuler surtout l'intérêt de la population pour un français de qualité. Naissent ainsi une pléiade de jeux linguistiques, de services pour répondre aux questions que pose le français écrit dans des petites entreprises, des campagnes de sensibilisation à l'usage des bons termes français pour désigner des objets de la vie courante. Ce travail accompli par le bureau principal de l'Office à Montréal répond souvent à des commandes directes des régions. Troineau nous disait, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Bien, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que, dans un magasin, comment se dit tel objet. Ils ne savent pas, parce qu'ils le disent en anglais presque tout le temps. Ah, ben alors on va faire un vocabulaire, par exemple, sur l'automobile. On va faire un vocabulaire sur... Alors, vous voyez, la demande venait des régions et était exécutée ensuite par le bureau de Montréal. C'est ainsi que naissent les vocabulaires du français sur 4 roues, ça s'appelait comme ça à l'époque, ainsi que 4 fascicules du vocabulaire de l'automobile. L'automobile, c'était la chose la plus courante. Tout le monde en région a une auto, tout est loin, il faut toujours avoir une auto, on est toujours au garage. Alors voilà un moyen qui était facile d'accès. Alors, il y avait le français sur 4 roues, ainsi que le vocabulaire de l'automobile, la réparation, l'entretien, la transmission, le châssis, la carrosserie. Et aujourd'hui, vous remarquerez qu'à peu près dans tous les garages ou les stations-service où vous allez aller, sur votre facture, c'est en français. Et je pense que ça part vraiment de ces traductions qui ont été faites à un moment donné et qui se sont répandues comme boule de neige, parce que dans le fond, on attendait que ça pour s'en servir, on ne l'avait pas, entre guillemets. Abondamment illustré, rédigé par la célèbre linguiste Anne-Marie Baudouin, ces livrets connaissent un succès fou. Des affiches grand format sont distribuées gratuitement dans les écoles de métier, pardon. Chez les constructeurs, les concessionnaires automobiles, on leur est arrivé avec une belle affiche avec toute la voiture en français. Ils mettaient ça tout de suite dans leur vitrine, ils étaient tout contents d'avoir ça. Les garages, les stations-service et même dans les centres commerciaux.
Au fur et à mesure que les comités de francisation se forment dans les entreprises de 50 employés et plus, la demande en produits linguistiques s'élargit et poindra bientôt l'idée d'une banque de terminologie pour répondre aux besoins non seulement des entreprises et des traducteurs, parce que je vous assure que les traducteurs, à l'époque, il y avait beaucoup de travail, mais aussi du public en général. Donc, il y a eu, ce que vous savez, la banque de terminologie, on pouvait téléphoner, avoir des réponses gratuites, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus gratuit. Il y a toujours une banque de terminologie, évidemment, mais qui est beaucoup plus difficile d'accès. Peut-être, M. Termotte, vous pourrez le consulter. Mettant à profit leur relation avec la presse écrite et la radio, les linguistes des régions rédigeaient au fil des années plusieurs centaines de billets regroupés dans des rubriques qui passaient régulièrement sur les ondes. C'était facile pour eux d'aller à leur radio locale ou à leur télévision, etc. Vous dire, ben, on a un petit billet en français, acceptez-vous. Ben oui, ils connaissaient, c'était des gens de la région. Alors, vous voyez comment la langue faisait son chemin tranquillement, mais par les gens qui en avaient besoin et qui étaient dans leur région. Alors, on a eu des voix des linguistes de l'Office, exemple Monique Bisson dans l'Outaouais, Claude Demers en Gaspésie, Hubert Trossler au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était tous des gens des régions qui étaient connus et qui passaient à leur radio locale récemment, pas pour faire des messages, pour donner des mots, pour donner de la francisation. Et cela devenait familier aux auditeurs des régions. Et même pour tout le Québec en entier, on a eu pendant très longtemps à Radio-Canada une chronique à la radio FM de Radio-Canada par la voix de Noël Guidon. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette époque, mais ça a duré très longtemps aussi à la radio. Bref, ces bureaux régionaux, que j'appelais souvent mes bureaux d'animation linguistique, parce que c'était vraiment ça, font partie, à mon avis, de l'âge d'or de la francisation au Québec. Cette période d'une quinzaine d'années qui a suivi l'adoption de la Charte pourrait être qualifiée d'année euphorique de la francisation. Tout le monde y croyait, sauf évidemment les gens des entreprises. Mais comme je vous disais, on arrivait par des moyens, soit d'argent, d'économie, à les convaincre. On sentait chez une majorité de gens la fierté de s'exprimer en français, de prendre sa place en français dans la direction des moyennes et même des grandes entreprises. C'est là qu'on a vu aussi très rapidement émerger des directeurs de production qui étaient francophones, des membres de conseils d'administration francophones, quand ce n'était pas vraiment des patrons qui ouvraient leurs propres entreprises. Et ça a donné un nouveau commerce, un nom, et puis aussi les petits commerces, genre boulangerie, etc., qui étaient fiers de donner un nom original à leur commerce. Ils s'appelaient Pastry, je ne sais pas quoi. Et puis on leur disait, mais vous pourriez vous appeler au pain doré, vous pourriez... Ah, quelle bonne idée, j'ai changé ça. Et tranquillement, le visage, je dirais, extérieur du Québec a changé. Il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années, quand on se promenait au Québec, on voyait toutes sortes d'annonces, d'abord mal faites, et puis en plus en anglais. Et tranquillement, on en est venu à un paysage transformé. Et même à Montréal. Parce qu'il y a bien encore beaucoup, j'allais me dire, des Tim Hortons, puis des McDonald's, puis tout ça, mais ce sont des noms d'entreprises de toute façon. Mais même à Montréal, ça a beaucoup changé dans certains quartiers aussi. L'Office comptait en 79-80 des effectifs de l'ordre de 430 personnes, 431 exactement, et disposait d'un budget de 13 500 000. En 2016, l'Office, on n'appelle plus ça l'Office, vous savez qu'on appelle ça maintenant l'Office québécois de la langue française, parce qu'il a absorbé les 2-3 autres organismes de la langue qui étaient séparés, ne compte plus maintenant que 233 employés, donc la moitié à peu près de ce qu'on avait à l'époque, en ayant absorbé la commission de toponymie, la commission de protection de la langue française, le service des plaintes, etc. Et il n'y a plus actuellement que 106 employés pour tout le Québec qui sont dédiés à la francisation des entreprises et de l'administration. Donc, quand on pense que le nombre d'entreprises a doublé, j'exagère, mais quasi doublé au Québec depuis l'époque, et puis qu'on a aussi peu de gens qui peuvent s'en occuper, ben, on peut penser que ça va moins bien. Hein? J'ai quitté l'Office en 83. Ces années que j'appelle euphoriques étaient un peu passées, pour participer à l'implantation des services de garde au Québec sur tout le territoire. Ma connaissance des régions et des entreprises, évidemment, me préparait à cette tâche que je trouvais beaucoup plus facile que la francisation. Garderie, c'était mieux accepté que la francisation. En effet, même s'il fallait une fois de plus convaincre les patrons, les entreprises,
qu'ouvrir une garderie en milieu de travail rapportait, toujours mon idée d'argent, vous voyez, rapportait, parce que cela contribuait à réduire les retards de l'absentéisme des femmes, puis augmentait la productivité grâce à l'attention accrue du personnel dégagé des soucis familiaux. La résistance des patrons, en grande majorité parents eux-mêmes, était beaucoup plus facile à vaincre. Je vais vous avouer que ça coûtait de l'argent ouvrir une garderie pour une entreprise. Mais c'était plus facile à faire parce que le patron lui-même ou sa femme ou son frère qui était dans l'entreprise disait « Ben oui, c'est vrai, on a des enfants en garderie. » bon. Donc, c'était un dossier aussi à défendre. C'est ça que j'aime dans la vie, défendre des dossiers difficiles. Mais celui-là était beaucoup plus facile. Le service des gardes fleurissait un peu partout au Québec. Donc, après 4 ans, j'ai dit « Ça va bien. Je retourne à l'office. » J'avais entendu dire que ça allait de moins en moins bien, la francisation, donc je suis retournée à l'office. Les rumeurs couraient que la francisation des entreprises piétinait. On était de 87, ça commençait à 87, à 95. J'agirais là comme directrice de la francisation des entreprises. C'est plus les bureaux régionaux, là je suis à Montréal, et c'est directrice des entreprises et de l'administration, en fait, tous les services administratifs, et des ordres professionnels. Alors là, c'est vraiment un mandat très général. Et je me retrouve alors responsable de 112 employés et dispose d'un budget de quelques 4 millions de dollars. Alors, vous voyez la différence, comment ça a changé d'année en année. Mais ce que je constate, c'est que l'atmosphère d'enthousiasme que j'avais connue n'existe plus. L'objectif de promotion du français est relégué au second plan. C'est l'augmentation du nombre de certificats décernés aux entreprises qui compte. À titre d'exemple, je reçois du président de l'époque, en 1989, l'objectif suivant, assurer une augmentation de 40% du nombre de certificats de francisation chez les entreprises et les organismes de l'administration. Prévision, madame, 730 certificats délivrés au 31 mars 90. Comme c'était des bonbons, là, tu sais, qu'on pouvait donner aux gens. Si vous êtes gentil, on va vous donner un certificat. L'accélération de leur certificat constitue un objectif prioritaire de la direction pour faire plaisir au gouvernement. Pour le gouvernement, la francisation, ça devait être terminé. On était rendu en 89-90, ça faisait assez longtemps que ça fonctionnait. C'était francisé, tout ça, puis bon, pourquoi pas passer à des choses plus faciles. Donc, sortez-nous des certificats, là, vous autres, l'Office. Il va de soi que l'objectif n'a pas été atteint. Le gouvernement de l'époque veut prouver à tout prix que la francisation des entreprises, c'est chose faite, qu'il faut passer à autre chose. En plus, la Charte de la langue française ne cesse d'être amendée, on vous l'a bien dit ce matin, ce qui complique le travail des conseillers et conseillères en francisation. Il faut adapter constamment les programmes en fonction des décisions juridiques ou politiques. On ne peut pas demander la même chose aux entreprises si la loi ne le demande plus. Bon. En 1993, Québec révise la loi et assouplit ses règlements linguistiques, exigeant dorénavant que le français ne soit plus l'unique langue d'affichage, mais soit représenté de manière prédominante, imaginez la complication, dans l'affichage extérieur des entreprises et commerces. À l'origine, la Charte de la langue française obligeait tous les affichages commerciaux à être exclusivement en langue française. Alors, quand on nous demandait une suggestion, etc., c'était relativement facile à un linguiste créatif de faire une suggestion, etc., qui était analysée, prise, tout ça. Mais là, il fallait la prédominance, l'autre mot de plus, l'autre mot de moins, lequel je vais enlever, etc. Alors, vous voyez, alors là, la compagnie dit, c'est bien trop compliqué, mais ça coûte bien trop cher. Mais alors, écoutez, on ne fait pas ça, etc. Alors, il y a eu des complications énormes à ce moment-là à cause de ce changement de la Charte. Pendant ce temps, les grandes et moyennes entreprises ont perdu toute ferveur, elles, à poursuivre et terminer même leur programme de francisation qui était bien avancé en vue de l'obtention de leur certificat. Elles nous disaient, mais les lois changent comme les gouvernements. Attendons un peu avant de faire la traduction de nos documents administratifs et de nos guides, répondent les dirigeants et propriétaires des entreprises. Ça va peut-être encore changer. Que faire avec ça? Alors, les pauvres conseillers qui ont pour mission de s'assurer que le français est bien la langue du travail avant que l'Office ne décerne un certificat de francisation. Mais là, les compagnies commençaient à dire, bien, on va attendre. Peut-être on va avoir un autre gouvernement. Peut-être qu'ils vont changer la loi. Là, il n'y avait plus d'assurance, donc ça ne bougeait plus. C'était extrêmement difficile.
Entrer en contact avec plus de 5000 entreprises, à cette époque-là, on avait 5000 entreprises qui étaient sous gestion à l'Office, est un projet colossal. Moins de la moitié avait commencé à l'époque un vague programme de francisation. Mais l'approche mise de l'avant est la persuasion plutôt que la coercition. L'approche que nous avons mise de l'avant, c'était ça. Les syndicats deviennent alors des alliés de première ligne dans la francisation des entreprises. Ça, je tiens à le dire parce que les entreprises où il n'y avait pas de syndicats, c'était beaucoup plus difficile. Là, on gérait avec le patron seulement. Hein? Au milieu des années 80, un grand nombre de programmes de francisation ont été négociés et approuvés. C'est le travail des conseillers et conseillères en francisation d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ces mesures. Et c'est à ces personnes qu'il appartient d'imaginer, de présenter, de promouvoir des solutions qui mèneront à une francisation durable. Chaque entreprise inscrite à l'Office peut ainsi compter sur les services d'un conseiller en francisation et d'un ou d'une linguiste et maintenant d'un spécialiste des technologies de l'information. Parce que lors de grosses aventures, tout l'Internet rentrait à tour de bras dans les entreprises, partout, là. Alors, tout ça rentrait en anglais, bien sûr. Mais oui, l'informatique en anglais a envahi les entreprises. Il faut développer une stratégie d'intervention propre aux entreprises de haute technologie. Alors, vous voyez tout ce travail en 20, 30 ans qu'il a fallu faire, s'adapter constamment à des changements, non seulement de la loi, mais à des changements structurels, à des changements économiques, etc. Un nouveau chantier de francisation et de promotion vient de s'ouvrir. Un chantier miné, difficile à contourner, mais qui lentement, grâce aux publications de l'Office, dont le vocabulaire de l'Internet, un des premiers vocabulaires qu'on a publiés à l'époque, commence à porter fruit. Parmi les publications phares de l'Office, je voudrais souligner Le français au bureau. Je pense que tout le monde a eu ça sur son bureau à un moment donné, de Noël Guilloton et Hélène Laganière. Cette publication qui aura bientôt, croyez-le ou pas, 40 ans. Elle a 35 ans en réalité. Mais donc, ces gens-là avaient vu et tout de suite, ils se sont dit, les secrétaires, il faut qu'on équipe les secrétaires. C'est elles qui écrivent pour les patrons, c'est elles qui rédigent énormément de choses dans l'entreprise. Donc, ça a été vraiment, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Et ça a beaucoup amélioré la correspondance d'affaires des entreprises. Ça, je dois dire, c'est un moment où ça a beaucoup changé. Il en est de même, bien sûr, du multidictionnaire, que vous connaissez certainement de la langue française, de Marie-Éva de Villers, qui en est, elle, à sa 6e édition. Alors, ce sont il y a des mauvais côtés à la francisation, mais je voudrais aussi faire ressortir les effets positifs, les choses qui ont été accomplies par des citoyens, par des organismes, etc., qui ont fait en sorte que, malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'il y a plus de Français dans le milieu de travail actuellement qu'il n'y en avait il y a 40 ans. 40 ans, c'est sûr, mais mettons 20 ans même. Mais les effectifs ainsi que les budgets ne cessent de diminuer. Au 31 mars 2010, près de 84% des 5850 entreprises inscrites à l'Office détenaient un certificat de francisation. On est en 2010. En 2016, 6 ans après, il n'y en a plus que 83,7. Pourquoi? D'abord, la certification des entreprises employant de 50 personnes ou plus n'est pas toujours terminée. Et en plus, ça ne le sera jamais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Pourquoi? Il y a des entreprises qui meurent, il y en a qui naissent. Il y en a, il faut tout refaire. Alors, il ne faut pas penser qu'on aura 100% d'entreprises où on parle français au Québec. C'est totalement impossible. Il faut atteindre le maximum, mais il y a un changement autant dans les affaires, comme vous le savez, qu'il y a aussi à ce niveau-là. Le nombre d'entreprises fluctue d'une année à l'autre et le tissu industriel est en constante évolution. On peut simplement affirmer qu'actuellement, 40 ans après l'adoption de la Charte, la très grande majorité des entreprises et des organismes de l'administration répondent à peu près aux exigences de la loi. C'est ma conviction actuellement. Faut-il en conclure que le français au travail est la réalité de la majorité des travailleurs et travailleuses? Bien sûr que non. En 2006, l'Office québécois de la langue française a reçu pas moins de 16 000 plaintes concernant des programmes informatiques offerts uniquement en anglais, dont des jeux vidéo. Vous savez, le raz-de-marée des jeux vidéo. Alors, évidemment, ça rentrait en anglais partout.
Les données de l'époque indiquent que moins de 10 des jeux les plus populaires sont alors, on est toujours en 2006, hein, les plus populaires sont alors offerts en français au Québec, tandis que cette proportion atteint 80 en France. Alors, ça vous donne tout de suite l'équivalent. Comment ça se fait qu'on ne pouvait pas avoir, nous, la traduction de ces jeux-là, alors que les Français les avaient? C'était pourtant presque la très grande majorité des jeux américains, comme vous le savez. Donc, ils avaient déjà été traduits, mais nous, non, on ne l'avait pas. Le bilan, malgré tout, de la francisation des entreprises et de l'administration me semble positif, comme je vous dis, mais l'effet anglicisant de la mondialisation, sans compter l'intégration des travailleurs immigrants, ne maîtrisant pas le français, demeure un souci constant, permanent. Les comités de francisation, autrefois bien appuyés par les syndicats, en particulier par la FTQ, qui sont les principaux acteurs de la francisation de leurs entreprises, n'ont pas de pouvoir maintenant. Et ils ne reçoivent plus aucun soutien de l'État. Avant, il y avait des subventions, il y avait des échanges, etc. Là, il y a. Les cours de francisation qui étaient donnés aussi à l'intérieur des entreprises, qui encourageaient beaucoup les allophones, en particulier plus que les autres, à apprendre la langue que parlaient déjà leurs enfants, parce que la loi 101 s'était appliquée pour le primaire et le secondaire. Alors, ces allophones-là qui travaillaient dans les entreprises, ils arrivaient à la maison, puis les enfants parlaient un peu le français, et puis ils voulaient faire corriger leurs devoirs, puis les parents ne pouvaient pas. Alors, les cours de francisation, pour eux, c'était super important pour communiquer avec leurs enfants. Et ensuite, le professeur, quand il y avait la réunion des parents avec le professeur, c'est l'enfant qui répondait. Le professeur disait, votre enfant a eu des problèmes, etc. Le parent disait, les répétait. Le professeur a dit que ça allait très, très bien. Ça, c'est sûr. Ça allait très, très bien. Alors, vous voyez, il y avait une chaîne à ce moment-là qui se faisait, qui faisait en sorte, dans le fond, que les allophones, même s'ils avaient de la difficulté au travail, si on leur donnait un cours de francisation, ils sautaient dessus. Pas pour suivre la loi, mais pour faire plaisir à leurs enfants. Voilà un argument payant. Je m'excuse de revenir toujours à ça, mais il faut que la francisation paye pour que ça rapporte. Alors, les cours de francisation donnés à l'intérieur des entreprises encouragent, je vous l'ai dit, les allophones. Bon, aider leurs enfants. Ah oui, il y a un Salvadorien qui a écrit dans Le Devoir, je pense récemment, qui s'appelle Mario Ayala, dont j'ai beaucoup aimé. Alors, il disait, lui, ces cours permettent également aux parents de communiquer plus facilement avec les enseignants de leurs enfants, c'est ce que je vous dis. La vigilance est de rigueur, car le certificat de francisation d'une entreprise ne signifie pas nécessairement une utilisation réelle et durable du français par les travailleurs. Lui, il travaillait dans une entreprise salvadorienne. Alors, moi, j'ai qu'une solution à vous proposer. J'en ai pas beaucoup. C'est ce que j'appelle l'implication citoyenne. Autrement dit, si on attend le gouvernement, si on attend si on attend ça, on va faire des manifestations, on va demander toutes sortes d'affaires dans nos congrès. Mais si le gouvernement n'écoute pas, il n'y a rien qui va changer. Alors je me dis, à qui doit changer quelque chose? C'est nous, les citoyens. Les associations aussi. Puis je vais vous donner quelques trucs, là, mais vous verrez ce que c'est. Je vous cite d'abord Manon Cornelier du Devoir. « L'inaction ne peut durer », disait Manon Cornelier dans Le Devoir, au moment de la publication des dernières données de Statistique Canada, dont on vous a longuement parlé ce matin. Le français sera toujours en position de vulnérabilité au Québec, ça c'est évident, à cause de son caractère unique, celui d'une langue minoritaire dans un océan anglophone, hein, l'Amérique. Le déclin du français au Québec est une tendance lourde. Elle ne peut être renversée uniquement par des politiques gouvernementales. Le journaliste Louis-Robert Dutrisac, également du Devoir, constatait qu'en matière linguistique, l'inaction tient lieu de politique pour nos gouvernements. Moins on agit, mieux ça va. En matière de langue, le déclin du français, et encore plus sa qualité, ne semble pas préoccuper la classe politique, absolument pas. De son côté, le secrétariat à la politique linguistique déclarait que la francisation des milieux de travail demeure vitale pour l'avenir du Québec, car le fait de réussir économiquement et socialement en français reste encore la plus grande motivation à apprendre et à utiliser le français. Et je dois ajouter là-dessus que de plus en plus, on voit des figures anglophones portant des noms anglophones qui sont des gens d'entreprises florissantes au Québec
et qui s'expriment en français sur la place publique et qui deviennent des mentors et puis qui deviennent surtout, comme on dit là, pas des bénéficiaires, mais qui donnent des subventions à l'orchestre symphonique, etc. Je ne veux pas nommer de noms ici, mais en fait, vous reconnaissez sans doute ces noms-là. Donc, ce sont des gens dont la langue est l'anglais de toute évidence, qui ont appris le français au Québec et qui maintenant font partie de notre communauté. On pourrait les inviter ici, ça serait pareil. Alors, c'est ça qu'il faut avoir, cette espèce d'attraction, je dirais, que le français soit tellement intéressant qu'ils viennent avec nous discuter. Ce constat nous amène à dire qu'il appartient aujourd'hui à la société civile de prendre en main le maintien, la diffusion et l'amélioration de la qualité du français au Québec. Et voici les partenaires que je souhaiterais qu'ils prennent ce message. Ne pensez pas que je veux retourner aux campagnes du bon parler français, c'est pas mon genre. Bien qu'elles aient eu dans leur temps des effets d'entraînement sur la qualité du français écrit et parlé dans les médias, journaux, radio, télévision. En 2017, les partenaires d'une telle mission devraient être les ordres et associations professionnelles, les syndicales, culturelles, sociales et d'affaires. Il y en a des centaines au Québec. C'est comme dans les bureaux régionaux. Il y en a plein ici. Peut-être même des milliers. Ces associations ont le pouvoir de rejoindre un public extrêmement varié, mais c'est leur public à eux. Alors, c'est encore plus important, ça leur appartient, ce sont leurs membres. Alors, le message passe mieux que quand vous faites un message à plusieurs personnes comme ça. Alors, ils peuvent rejoindre leurs membres, premièrement. Si chacune d'entre elles se donnait comme objectif de sensibiliser ses membres, juste ses membres, à l'amélioration de la qualité de la langue d'accueil, de l'affichage, d'échange dans l'espace public. Faudrait peut-être conclure, ça fait 35 minutes. Ah! Elle disait, il reste 2 pages. Est-ce que je peux? Allez-y, c'est bon. De communication écrite et orale, de parler plus vite, de produits culturels, journaux, radio, télévision. Donc, si tous ces partenaires étaient engagés dans un but commun, des changements importants pourraient avoir lieu, à mon avis, comme ce fut le cas dans les années 80. Je vais nommer quelques partenaires. L'un des partenaires, à mon avis, les plus importants est sûrement le monde de l'enseignement. Comment expliquer que des jeunes ayant complété 11 années d'études, soit le niveau secondaire d'études, ne puissent s'exprimer correctement en français, truffent leur discours de mots anglo-américains et peinent à exprimer une idée claire? Faut-il remettre en question la qualité même de l'enseignement du français, la langue parlée des enseignants, le peu d'heures consacrées à l'enseignement de la langue maternelle? Il en est de même de l'enseignement de l'anglais, j'ai bien dit, au primaire et au secondaire. Il est si déplorable alors qu'on a sous la main quantité d'enseignants maîtrisant parfaitement l'anglais que les parents, un sondage récent vient de le révéler, veulent avoir le droit d'inscrire leurs enfants dans les écoles anglaises au risque de les angliciser. Alors que dans nos écoles francophones, on pourrait très bien avoir de très bons professeurs qui enseignent l'anglais, tant d'heures, mais que quand nos enfants sortent après le secondaire, ils maîtrisent suffisamment l'anglais pour aller dans un cégep francophone. Ça ne les dérange pas du tout et ils continuent même à apprendre encore un cours d'anglais au cégep francophone. Mais ils n'ont pas envie, les parents, de mettre les enfants à l'école anglaise à ce moment-là parce qu'ils savent qu'ils apprennent bien les 2 langues. Et que dire de la ruée, c'est ça que je vous ai dit, dans le cégep anglophone? C'est à la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec qu'il appartient de répondre et d'effectuer les changements qui s'imposent auprès de leurs membres. Un deuxième partenaire qui pourrait influencer la qualité du français écrit dans les médias est sûrement la Fédération professionnelle des journalistes. Je parle pour ma paroisse. L'usage du français dans l'espace public est pitoyable. Notre culture, déjà fragilisée dans un contexte historique et géographique, est en train de se dissoudre dans une langue française qui, tôt ou tard, nous isolera de la francophonie. Il est lamentable d'entendre à Radio-Canada, aussi bien à la radio qu'à la télévision, des animateurs utiliser le joual, le franglais, une langue molle, une accentuation tonique à l'anglaise, une langue de fond de cuisine, pour expliquer aux auditeurs et auditrices les grands enjeux de notre société. Pourquoi ne pas utiliser un français de qualité? Des québécistes, oui. Des régionalistes, oui. Une langue française de chez nous, mais qui n'a rien de parisien, mais qui n'est pas un calque de l'anglais. Il est si simple de dire « pas de souci » plutôt que « pas de problème », qui est « no problem », la traduction exacte. Il fut une époque où la langue parlée sur les ondes était écoutée par des spécialistes qui rapportaient les erreurs aux journalistes et animateurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Cela n'existe plus, évidemment. On s'est débarrassé des ayatollahs de la langue, qu'on disait. Maintenant, les souris peuvent danser et couiner. Serait-ce rêver, considérant leur popularité et l'énorme influence qu'ils exercent, de souhaiter que les humoristes participent aussi à cet objectif par le biais de leur association? Leur talent me dispense de leur suggérer des moyens. Et, bon, je vais peut-être passer la musique, si c'est trop... Avant de conclure, pourrais-je demander à ceux et celles qui assistent aujourd'hui à cette conférence de refuser le bonjour hi qu'on nous sert de plus en plus? C'est très facile. Il suffit de dire « Je ne comprends pas ce que vous dites ». Au Québec, on dit « bonjour ». No French, no business. That's it. Il en est de même du bon matin. Calque du good morning. Bonjour. C'est tellement simple. Il ne faut pas aller loin là, pour parler français. Il faut juste dire ce qu'on a appris, en fait. Le français, oui, c'est payant. Pour faire accepter la francisation aux entreprises et commerces au début de l'application de la Charte, il fallait que ça rapporte, je vous l'ai dit. Pour faire accepter aujourd'hui l'utilisation d'un français de qualité dans l'espace public, il faut aussi que ça rapporte. Il faut prouver au monde que les Québécois maîtrisent non seulement un excellent français, mais connaissent aussi l'anglais et de plus une troisième langue qui est souvent l'espagnol. De plus en plus, nos enfants apprennent une troisième langue, comme vous le savez. Voilà un atout que possèdent de plus en plus les enfants d'immigrants. Les enfants d'immigrants, ils ont presque 3 langues, eux autres, en partant. Ils sont bien chanceux. Issus de la loi 101. Et une quantité aussi de plus en plus d'anglophones, qui ont français-anglais et qui apprennent une troisième langue. Un français de qualité est un moyen de promotion sociale, notamment grâce à l'offre d'emplois de qualité et au développement de partenariats économiques avec les pays de la francophonie. Montréal compte la plus grande proportion de trilingues en Amérique du Nord. C'est une richesse inestimable pour notre société. Et soyons fiers que les Québécois, d'une part, soient bilingues et trilingues de plus en plus, il faut le dire, et c'est ça qui est notre force. C'est par notre ténacité, notre amour de cette langue et notre désir de la parler correctement que nous la préserverons. Toute intervention de notre part est utile. S'abstenir, c'est renoncer à se faire respecter. Il faut plus de mobilisation citoyenne, plus de rêves, plus d'exigences pour faire en sorte que le français demeure notre langue nationale et s'inscrive dans les 5 premières langues de communication internationale. Soyons fiers de parler français, un français de qualité, écouté et compris par tous. Nous allons immédiatement passer la parole à Michel Payet. Michel Payet a été professeur d'histoire au secondaire de 67 à 71. Ensuite, il a fait des études en démographie dans les années 70 à l'Université de Montréal et à l'Université de Pennsylvanie. Il a enseigné également 3 ans en sociologie à l'Université Bishop, pour ensuite être agent de recherche dans 2 organismes de la loi 101, soit le Conseil de la langue française de 80 à 2002 et à l'Office québécois de la langue française de 2002 à 2004. Il a été aussi contractuel pour l'Office de 2005 à 2011, à la suite de sa retraite. Et actuellement, il est blogueur au Huffington Post depuis 2012. À toi la parole, Michel. Vas-y. Bon, comme je pense que vous voyez à l'écran, dans le bas, que mon thème que j'ai choisi, parce qu'on nous avait offert une brochette de thèmes, et j'ai pensé que la langue d'enseignement vous intéresserait. J'ai fait comme un bilan j'ai beaucoup travaillé avec les données des ministères de l'Éducation, et je poursuis ici. Mais cependant, si vous permettez 30 secondes de publicité, et j'espère que ça va reculer si je pèse ici. Hein? Oui, c'est ça. Voici la pause pub. On a parlé ce matin d'un de mes ouvrages publiés par l'Office québécois de la langue française. Le titre est très long, je ne le connais pas par cœur moi-même, mais vous pouvez le commander gratuitement en demandant le numéro 44 de la collection Langue et Société. J'ai oublié si c'était au singulier ou au pluriel. Alors, c'est un ouvrage assez substantiel de plus de 100 pages. Et j'en suis très fier. Vous verrez si vous le lisez. Donc,
Vous pouvez commander ça à l'Office québécois de la langue française. Et si vous trouvez dans cette étude-là, en la lisant, qu'il y a des choses répréhensibles, bien, vous avez mon adresse Internet. Citez-moi le mot, la phrase, le paragraphe honteux que j'aurais écrit en me disant la page pour que je fasse amende honorable. Bon. Office. Ah oui, j'ai mis un. Oui. La raison est que je suis habitué avec une souris, puis je devais travailler avec le clavier, puis ça, je trouve ça épouvantable. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y a bien des gens qui disent une office. Bon, alors, brièvement, qu'est-ce que c'est que cette étude-là? Contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas. Oui, bon, le E n'est pas à bonne place, voilà. Il est sorti de l'écran. Bon, 2 fautes dans la même phrase, mais au moins le bon nombre de lettres. Non, c'est juste le E, puis la chaîne mauvaise. Donc, je vais juste vous donner un tout petit exemple du travail que j'ai fait. Dans l'un des recensements que j'ai examinés, parce que j'en examine 5-6 consécutifs pour voir l'évolution des réponses multiples, parce que l'Office voulait savoir qui c'était, combien de Québécois parlaient plus d'une langue, et de façon à montrer que ça augmente. Et il voulait voir qu'est-ce qu'impliquait la répartition des multiples. Alors, moi, je me souviens qu'un de ces recensements-là disait qu'il y avait 900 personnes au Québec qui avaient répondu être de langue maternelle français et anglais, et aussi qui parlaient le français et l'anglais à la maison. Donc, ces gens-là parlaient les 2 langues qu'ils avaient apprises dans l'enfance. Donc, ça, c'était leur réalité à eux. Mais en les répartissant de manière égale, à la fois par la langue maternelle et la langue d'usage, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à créer 4 groupes de 225 personnes, 2 groupes qui ont l'air tout à fait sans importance, c'est-à-dire 225 francophones qui continuent à parler français, 225 anglophones qui continuent à parler l'anglais, mais à l'inverse, on crée des fausses substitutions linguistiques, donc la moitié sont des fausses substitutions, 225 francophones qui ont passé à l'anglais, ce qui n'est pas vrai, et à l'inverse, 225 anglophones qui ont passé au français. Alors, vraiment, il y avait quelque chose d'important, et c'est pas vrai que la répartition égale respecte contrairement à ce qui a été dit ce matin, respecte les réponses des gens. Bon, alors, je vous laisse avec ça et revenons à nos moutons. Donc, la loi 101, j'ai décidé d'aborder 4 aspects. L'école française pour les enfants d'immigrants, les 3 clauses d'admissibilité à l'école anglaise, la clause Québec, la clause Canada, et la clause universelle proposée par le rapport Chambers dans les années 90. Ensuite, la question des cégeps, étendre la loi 101 aux études collégiales, et aussi faire apprendre le français aux immigrants adultes. Alors, commençons par le premier panneau. Les plus vieux se rappellent qu'il y a eu 3 lois en quelques années par 3 gouvernements différents. L'Union nationale en 1969, a voté la loi 63, consacrant le libre choix de la langue d'enseignement. Il aurait été mieux de ne pas agir, parce que d'écrire dans la loi qu'il y a le choix, c'est comme ouvrir la porte en quelque sorte. 5 ans plus tard, à reculons, le gouvernement Bourassa du Parti libéral a voté la loi 22, mais au moins il y a eu le courage, c'était la première loi linguistique véritable, il y a eu le courage de déclarer le français langue officielle et, évidemment, de travailler à faire du français la langue de travail.
Mais là où il a trébuché, c'est sur les tests linguistiques de la langue d'enseignement. Ça en a été appliqué que pendant 3 ans, cette langue-là, et ça a donné lieu à toutes sortes d'imbroglios. Elle n'a pas eu de succès. Pourquoi? Parce que beaucoup d'allophones qui échouaient le test linguistique, des enfants de 5, 6, 7 ans, ils échouaient leur examen, leur test, mais les principaux des écoles anglaises les admettaient pareil comme élèves comment dire, je dirais pas illégaux, on a employé l'expression des élèves illégaux, mais c'est plutôt inscrits illégalement. Bon. Mais cependant, ça a eu un effet sur les francophones. Il y a beaucoup de francophones, c'est allé jusqu'à 30 000, je pense. Ça augmentait avant la loi de Bourassa en 1974. Les parents francophones qui plaçaient leurs enfants à l'école anglaise pour leur faire apprendre pendant un certain temps l'anglais, ils n'ont pas insisté pour faire passer des tests à leurs enfants. Et effectivement, il y a eu une régression des inscriptions sous la loi 22, des inscriptions de francophones à l'école anglaise. Alors, il y a eu... et finalement, en 1977, le gouvernement du Parti québécois vote la Charte de la langue française et base l'admissibilité sur la langue d'enseignement au primaire de l'un des 2 parents. Alors, le succès a été foudroyant dans les débuts. Comme vous pouvez voir, là, on passe de 9 000 ça monte régulièrement, en quelque sorte, mais 15 20 43 on dépasse les 60 en 86-87, et vous voyez que dans les dernières années, on est à 86 ou 88 des écoliers à l'école française. C'est ça, le grand succès de la loi 101, il est là. C'est un joyau, en quelque sorte. Mais cependant, il y a eu la bataille des 3 clauses. La clause Québec, elle vient du fait que dans l'article 73, il y a l'expression « au Québec » dans certains alinéas, A, B et C en particulier, c'est qu'il fallait que l'un des parents ait étudié déjà en anglais au Québec pour pouvoir transmettre à ses enfants le droit d'accès à l'école anglaise. Et ça a été copié par le fédéral dans l'article 23 de la Charte canadienne. Ça a eu un effet, c'est peut-être pour ça que Stéphane Dion dit que c'est une grande loi canadienne, parce qu'ils nous ont plagié en quelque sorte pour faire la même chose, mais heureusement, c'est à l'avantage des francophones hors Québec. Bon, je vais revenir là-dessus plus en détail, mais la clause Canada, c'est, comme vous savez, en 82, la Charte canadienne des droits et libertés qui a été insérée dans le répartiment constitutionnel, dans l'article 23, déclarait, j'ai saisi uniquement les paragraphes et les mots importants, qu'il fallait avoir étudié en anglais n'importe où au Canada, en quelque sorte. Donc, ce n'est plus le même vocabulaire. Et évidemment, eux autres, en français ou en anglais, parce que c'est les mêmes règles pour les francophones hors Québec, mais à l'envers. Ça a eu du bon pour nos cousins du Canada anglais. Il y a eu des estimations des effets de la clause Canada. Une première qui, pendant que le gouvernement fédéral cherchait à rapatrier la Constitution à l'État brouillon, il y a eu un comité au Conseil de la langue française. J'ai fait partie de ce comité-là. Comité interministériel, on était 4 démographes pour évaluer estimer les effets de la clause Canada. Comme vous pouvez voir, ça ne donnait pas grand-chose parce que c'est basé essentiellement sur les migrations interprovinciales. Et le pire était déjà passé en quelque sorte pour les questions de migration interprovinciale qui défavorisait le Québec. Donc, comme vous voyez, en 79-80, 14,7 des écoliers ont été admis à l'école anglaise en vertu de la clause Québec. Si la clause Canada s'était appliquée,
on aurait eu un plus grand nombre, à peu près 5 000 écoliers de plus, et ça aurait été de 15,1 %. Un deuxième calcul, qui était un petit peu moins conservateur, donnait jusqu'à près de 205 000 écoliers à l'école anglaise. Mais le pourcentage, 16,2 %. En pourcentage, les effets ne sont pas très gros, mais en chiffre absolu, il y a quand même des écarts assez importants en si peu d'années, finalement. Donc, voilà pour le premier calcul. Le deuxième calcul, là, c'est assez particulier. C'est qu'il y a eu des poursuites. La Quebec Association of Protestant School Board et d'autres organismes, notamment Alliance Québec, ont poursuivi le procureur général du Québec pour faire accéder à l'école, ouvrir les écoles anglaises parce que le gouvernement québécois ne reconnaissait pas la clause Canada et empêchait l'accès aux écoles anglaises en fonction de la nouvelle Constitution. Donc, on s'est retrouvé en cour supérieure. Mais en cour supérieure, devant le juge Deschênes, les avocats du Québec ont fait témoigner des experts, des témoins dits experts, et ont fait écrire des mémoires pour débattre de différents aspects des conséquences d'appliquer la clause Canada. Alors, une des études est l'œuvre de mon collègue Claude Saint-Germain et moi-même. J'ai été le seul des deux à témoigner devant le juge Deschênes. Donc, ça a été notre première estimation. Qu'est-ce que ça donnait? La page suivante le montre. Et là, les avocats n'ont pas trop aimé les résultats qu'on a obtenus parce qu'on a, écoutez, ça devenait sérieux. Il ne fallait quand même pas exagérer. On était sous serment, tout ça. Donc, on avait beau presser le citron, là, la manière la plus prudente possible, c'est ça qu'on a trouvé. Et comme vous pouvez voir, c'est seulement en Outaouais où il y aurait eu un impact assez important. Au lieu, on aurait eu 17,1 % au lieu de 13,7 % d'écoliers à l'école anglaise. Au total, on serait passé de 13,1 à 13,5, une différence de moins de 5 000 écoliers. Alors, il y en a qui ont grimacé, qui ont douté de nos calculs, ils se sont mis à faire des calculs en catastrophe, puis ils sont arrivés pas loin de ça, malgré tout. En tout cas, bref, ça ne jouait pas à grand-chose, mais au moins, il y a une chose qui est... l'avenir nous a donné raison parce qu'on n'a pas observé de gros écarts après le jugement de la Cour suprême en 1984. Ça n'a pas été la fin du monde. Et même en Outaouais, malheureusement pour nous autres, on n'a pas pu vérifier pour l'Outaouais parce que, comme par hasard, le ministère de l'Éducation a changé les limites territoriales de l'Outaouais sur le plan scolaire. Puis là, on aurait eu toute la misère du monde d'estimer l'impact de notre étude. Alors, c'est allé évidemment devant la Cour supérieure du Québec et... attendez un peu là. Ah oui, je précise ici que qu'est-ce que c'était que le débat. Là, il est 3 heures, j'ai jusqu'à quand? 4h25? Bon. Donc, qu'est-ce que les avocats devaient démontrer devant la première instance, devant le juge Jules Deschênes, qui, juge en chef, s'était réservé cette cause-là parce qu'il voulait être le premier juge de l'histoire canadienne à apporter un jugement sur la nouvelle charte. Alors, il aimait très bien son rôle, monsieur le juge. Alors, donc, l'article 1er de la charte canadienne parle de restriction et de justification. 2 termes importants parce que les avocats du Québec devaient démontrer quasiment l'indémontrable, à savoir que la clause Québec était une restriction de la clause Canada et non pas une négation. Je vous dis tout de suite que les 3 paliers judiciaires n'ont pas apprécié ça, puis le Québec a été... les plaignants ont eu raison uniquement là-dessus. Et la deuxième section, la justification, on l'a débattu devant le juge Deschênes seulement
parce que le juge Deschaines devait se dire, vu que c'était la première instance, au cas où les tribunaux supérieurs renversent sa décision concernant la restriction, bien là, il aurait fallu, à partir des preuves qu'on a fournies, est-ce qu'on pouvait trouver ça justifiable? J'en doute bien gros. Avec les chiffres que je vous ai montrés, là, je ne suis pas sûr, mais il n'y avait pas seulement ça. Parmi les témoins, il y avait l'historien Michel Brunet, le sociologue Guy Rocher, il y avait Charles Castonguay qui est venu parler de l'assimilation linguistique. Il y a eu d'autres. Ça a duré toute une semaine, un vrai marathon. Alors, pour la clause Québec a dû céder devant la clause Canada. En 1982, le juge Deschaines l'a même comparé au rouleau compresseur des kolkhozes soviétiques. Rien de moins. Il y avait déjà, ni plus ni moins, un préjugé à l'égard de ça. Et en lisant le livre d'Éric Poirier, qui était ici ce matin, je ne le vois pas cet après-midi, hélas. Alors, Éric Poirier, je lui ai rendu hommage pour ce livre-là, qui est très, très bon. C'est aride, mais c'est d'une compétence inouïe, un travail de bénédictin. Lui, en regardant toutes les décisions des tribunaux, il a trouvé, je le cite ici, pour la Cour suprême, la Charte de la langue française se comparerait à une religion d'État. Alors, il fait une comparaison avec d'autres principes, là, le droit des libertés fondamentales, la liberté religieuse. Alors, c'est vraiment grave comment les préjugés des tribunaux, pour eux autres, là, la Charte de la langue française, ce n'est pas une charte, c'est une loi ordinaire. Puis on le juge indépendamment du fait qu'on a voulu lui donner un caractère de charte. Bon, clause Canada. Oui. Dans l'article 73, c'est seulement en 2002, c'est Claude Ryan. Claude Ryan en avait ras-le-bol, vous l'avez connu. Il en avait ras-le-bol de voir qu'au Québec, les personnes qui devaient accepter l'admissibilité des enfants dans les écoles anglaises devaient, en matière de langue d'enseignement, sur cet aspect-là, non pas se fier aux libellés de la loi 101, mais aux décisions des tribunaux. Alors lui, il s'est dit, on va mettre fin à ce cirque-là. Il a amendé la loi 101 et il l'a retouché. Il a renuméré tout ça et réécrit ça d'une autre manière. Et comme vous voyez, à l'alinéa 1 et l'alinéa 2, c'est écrit en anglais au Canada, la majeure partie de l'enseignement du père ou de la mère. Mais il avait ajouté une cinquième section qui a été abrogée en 2010 pour permettre les écoles passerelles. Alors, au moins, Claude Ryan avait dit en 2002, il avait prévu qu'il ne fallait pas qu'on se donne un droit d'accès à l'école anglaise en s'inscrivant à l'école privée non subventionnée. Mais plus tard, on s'est arrangé pour aller plus loin que ça. Bon, j'en arrive à la clause universelle. Donc, le rapport Chambers, Greta Chambers, ancienne columniste à The Gazette, sœur de Charles Taylor, a présidé un groupe de recherche et elle a remis son rapport. Et la première recommandation qui a été acceptée par aucun gouvernement québécois, pas plus les libéraux que les péquistes, elle proposait que l'accès au réseau scolaire anglophone soit élargi au moins à tous les enfants dont l'un des parents est originaire. Pas nécessaire d'avoir étudié en anglais. Originaire, c'est pas nécessaire d'être né là. On peut avoir passé par là, d'un pays anglophone du monde. Et là, elle a donné 4 exemples, les 2 derniers étant des pays d'immigration d'où on reçoit très, très peu d'immigrants. Ça se compte sur les doigts d'une main. On ne migre pas au Canada en provenance d'Australie et Nouvelle-Zélande. Et sûrement que, écoutez, toute la machine du gouvernement s'est mise à la disposition du comité de Chambers. 2 ans avant la publication du rapport, Claude Truchot a publié ce livre sur l'anglais dans le monde contemporain et il donne là-dedans une liste de pays où l'anglais a un statut officiel, ainsi qu'une liste de pays où l'anglais joue un rôle important.
dans le rapport Chambers, la nuance était faite. C'est donc, en réalité, Mme Chambers avait tous ces pays-là derrière la tête. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai calculé ce que ça aurait donné comme conséquence. Donc, en appliquant ça à la période 88-92, donc une longue période, en faisant des moyennes sur 5 ans pour éviter des fluctuations là, annuelles, on serait passé pour le statut officiel là, de 12,5 à 14,6 d'admissibles à l'école anglaise. Mais on aurait pu ajouter à ça là, la deuxième liste de pays, langue véhiculaire, même s'ils sont moins nombreux, on reçoit plus d'immigrants de ces pays-là. On aurait ajouté quasiment autant. Au total, à cette époque-là, pour ces années-là, jusqu'à presque 29% des enfants immigrants auraient pu entrer à l'école anglaise. Ça veut dire, à peu près, on serait revenu presque à ce que c'était avant la loi 101. Alors, ça n'avait vraiment pas de bon sens ça n'aurait pas été d'allure d'accepter ça. Mais remarquez, je vous ferai remarquer une chose. J'ai mis en bas le titre d'un article paru dans l'Action nationale. Mais cet article est daté de 1998. C'est que moi, j'avais fait ça de mon propre gré au Conseil de la langue française, mais mes patrons n'aimaient pas trop ça. Ils hésitaient à publier ça. Je me suis arrangé pour que M. Rosaire Morin le sache. Il a commandé l'étude, et là, le Conseil est obligé de reculer, et non seulement il l'a accepté, mais il m'a demandé de la mettre à jour. Alors, voilà, des fois, il faut savoir parler aux bonnes personnes. Alors, venons-en au collégial. Je n'insisterai pas trop sur les chiffres. Depuis quelques mois, on en parle beaucoup. Alors, vous voyez, toutes langues maternelles confondues, là, les diplômés du secteur français au secondaire qui passent au cégep anglais, là, je me suis, dans la colonne orangée, vous voyez, 15 000, 17 000, 20 000 en chiffre absolu, et en proportion, dans la deuxième section, 6 8 plutôt stationnaires. Mais pour les langues tierces, c'est beaucoup plus important. Ça augmente 6 000, 5 000, 8 000, et les pourcentages 40, 44 mais il y a eu une régression. Je n'ai pas eu le temps d'examiner ça. Pourquoi il y a une régression à 31 on manque d'études de ce côté-là, et c'est un peu négligé, la langue d'enseignement, dans les études de démographie touchant la langue. Alors, c'est toujours le même panneau, ça, là, qui revient. Bon, là, je vous apporte quelque chose de mon cru. Personne ne parle de cette dimension-là, malgré que depuis quelque temps, j'en parle un peu. C'est que pour moi, la langue d'enseignement au collégial, ce n'est pas uniquement une question de langue, c'est une question de culture. Malgré mon âge, en fait, à cause de mon âge, je suis un des derniers des collèges classiques. Et j'ai gardé un très bon souvenir de mes cours de philosophie, de littérature, etc. Deux de mes professeurs de littérature sont devenus assez importants par la suite. Et je trouve qu'on oublie cette dimension-là des études collégiales. Parce que pour la très grande majorité des étudiants qui passent par les cégeps, c'est la seule fois dans leur vie qu'ils vont faire de la littérature, de la philosophie et des cours de sociologie ou d'histoire. Après ça, là, il y a seulement ceux qui vont choisir ces disciplines-là, donc une minorité, qui vont en faire d'autres. Alors, si on regarde ça sur le plan de la culture, qu'est-ce qu'on a? Je suis allé voir dans les cours à faire par le Cégep Garneau, qui est juste tout près de chez moi, là. Alors, il y a deux cours d'écriture et littérature au Cégep Garneau où on parle de faire de l'analyse, apprendre l'analyse, la stylistique des œuvres, la correction de la langue, le travail stylistique, d'examiner des études de la littérature francophone, française ou québécoise, et finalement de rédiger un travail de dissertation de type explicatif. Bien, vous ne me ferez pas croire que c'est rendre service à nos jeunes que de leur laisser faire ça en anglais.
C'est la seule fois où ils auront à le faire, mais en français pendant 2-3 ans, dépendant de leur parcours collégial. Ça, malheureusement, personne n'en parle. Et ce qui me désole, c'est que ça fait 40 ans que la loi 101 existe et aucun de nos écrivains a parlé de ça. Alors, où sont-ils? Il y a quelque chose là, qui gratter un peu, interroger les personnes que vous connaissez. On passe à côté de la culture. Autrement dit, la langue cache la culture, malheureusement. Par contre, si on va dans le site Internet de Dawson, là, on a l'équivalent, en quelque sorte, où on nous parle de literary genres, literal meaning, stylistic rhetorical features. Excusez mon accent, j'ai enseigné un peu en anglais, mais j'en ai reperdu beaucoup. Historical and cultural context, etc. Même chose pour l'écriture. Alors, écoutez, autrement dit, on donnerait à des francophones et à des allophones qui seraient passés par nos écoles françaises l'occasion de faire ça en anglais plutôt qu'en français. Alors, vraiment, ça ne tourne pas rond. Bon, une quatrième chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que il n'y a pas seulement le primaire, le secondaire, le collégial, mais il y a aussi les immigrants adultes, il faut leur faire apprendre. Ça, c'est du domaine de l'apprentissage. Et ça, c'est un gros problème. Alors, on nous parle beaucoup de la sélection des immigrants. On accorde des points à ceux qui veulent venir au Québec et selon que le candidat a une épouse ou pas avec lui, on va le juger sur 109 points ou sur 126 points. Lors de l'examen préliminaire, et même chose pour l'examen en sélection. Mais si vous regardez la connaissance de l'anglais, 6 points, la connaissance du français, 16 points sur l'ensemble, et au total, un immigrant est accepté ou refusé. Il ne doit avoir que finalement, là, sur la dernière ligne en sélection, qu'on appelle en sélection, là, il doit avoir seulement la moitié des points. Alors, la sélection, je me demande si c'est vraiment sérieux. Exiger seulement la moitié des points, ça veut probablement dire qu'il y en a beaucoup qui ont presque rien à la langue française et qui s'en tirent avec les autres critères. C'est la question que je me pose, là. Justement, j'ai recherché des études au ministère quand j'étais dans la fonction publique pour savoir si on avait évalué la grille. J'ai rien trouvé. Alors, j'ai voulu commander les données pour faire le travail moi-même. Et là, on m'a fait tellement de conditions que ça n'avait pas de bon sens. C'était comme me rendre prisonnier du ministère de l'Immigration, que je considérais à l'époque comme le plus broche à foin du Québec. Alors, il n'en était pas question pour moi. Je les ai poliment envoyés promener. Je n'ai jamais fait le travail en question. Et là, cependant, j'ai eu une belle surprise en août 2009. Je trouve un article dans Le Devoir, Gérard Pinsonneau, un collègue que je rencontrais à l'occasion dans l'école là, un collègue qui travaillait au ministère de l'Immigration, mais qui avait l'air plutôt cynique quand je lui parlais. Il n'avait jamais l'air sérieux. Là, tout à coup, il produit quelque chose qui fait sonner quelques cloches. Il nous dit, en ce qui a trait à la sélection des immigrants de la catégorie des travailleurs, parce que la grille est appliquée à 65% de nos immigrants, ceux qui veulent, les réfugiés, là, ils ne passent pas à cette grille-là. Alors, il disait, lui, qu'il y avait un empressement marqué à faire du volume. Autrement dit, on voulait refaire les choses pour s'arranger, pour faire entrer plus d'immigrants en plus grand nombre, parce qu'on voulait hausser le nombre d'immigrants. Donc, ça pressait, là, puis qu'il ne fallait pas que la grille devienne un embêtement pour ralentir le processus de sélection. Et il ajoute, non seulement l'étape de l'examen préliminaire serait-elle abolie,
mais le nombre de cas avec entrevue formelle de sélection serait réduit au minimum. Alors, franchement, là, c'est pas sérieux. J'ai comme l'impression que depuis qu'on a modifié un peu la loi dans les années 2000, il y a à peine, une dizaine d'années, j'ai comme l'impression là, que pour atteindre les objectifs numériques, on passe pas mal vite la grille. Autrement dit, c'est plus un embêtement qu'autre chose. Alors ça, personne n'en parle. Et moi, je souhaiterais que le vérificateur général mette le nez là-dedans pour savoir. Si vous connaissez le vérificateur, là, parlez-lui dans le tuyau de l'oreille, qu'on dit. Bon, alors, on a longtemps parlé qu'on voulait sélectionner des immigrants, de plus en plus d'immigrants connaissant le français. Je me souviens de cette époque-là, dans les années 80. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous autres, là, sur votre écran, mais le 1 des années n'apparaît pas sur moi. Bon, en tout cas, dans les années 1980-90, la connaissance du français là, oscillait entre 30 et 40 %. Et les ministres disaient, on va atteindre 50 %. Et là, à un moment donné, ça s'est mis à décoller. Mais on ne disait jamais, et j'ai été le premier à le faire remarquer, on ne disait jamais que ça a décollé parce qu'on a recruté de plus en plus de bilingues. C'est difficile de trouver des personnes qui connaissent le français, et seulement le français, parmi les immigrants qu'on sélectionne. Alors finalement, au fond, en recherchant, et ça, on ne peut pas blâmer le gouvernement pour ça, là, mais en recherchant un plus grand nombre d'immigrants qui connaissent le français, on s'est trouvé à sélectionner de plus en plus de bilingues français-anglais. Alors, ce qui veut dire qu'il faut faire attention à la suite des choses. Donc, ici, vous avez un tableau là, qui montre que le 50 % a été atteint en 2003, qu'il a dépassé 65 % en 2010, mais les bilingues, là, qui étaient seulement 11 % sont passés à 40 % en 2009. Alors, voici maintenant le graphique qui montre tous les immigrants qu'on doit... ça, c'est ceux qui connaissent pas du tout le français. Ils connaissent aucune des deux langues officielles du Canada, ou ils ne connaissent que l'anglais. Alors, c'est un nombre qui fluctue là, maintenant là, autour de 20 000. Et ça, c'est par année. Alors, la francisation des immigrants adultes, c'est quelque chose, à mon sens, qui est très important. Alors, tellement que je me suis rendu en commission parlementaire, j'ai déposé un mémoire. Voici le tableau 1 qu'il y avait dans mon mémoire que j'ai présenté à la ministre de l'époque. Je pense que c'est encore la même qui est en Mme Veil. Alors, j'ai déposé ce tableau-là pour lui montrer que selon le niveau d'immigration qu'on accepte, si on regarde les tendances, combien de nouvelles classes faudrait-il former par semaine? Je dis bien par semaine parce que ça rentre tout le temps. Combien il faudrait en former par semaine pour lancer le processus de francisation? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que des nouveaux cours commencent 4 fois par année seulement. Et tous les immigrants qui entrent entre ces 4 dates-là sont obligés d'attendre ou de prendre le train en marche en manquant les premiers cours. Et malheureusement, là, c'est vraiment pas pris au sérieux. Alors, je vous recommande là-dessus là, le livre de Tania Lompré, qui est une professeure de français à des immigrants adultes, une femme qui déborde d'énergie, qui a publié 2 livres jusqu'à présent. Son premier, Québec cherche Québécois pour relations à long terme. Je l'ai louangé dans le Huffington Post. Oui. D'ailleurs, petite anecdote, je me permets de faire une petite anecdote parce que sur Facebook, elle ne s'en cache pas. Elle est tombée en amour avec un réfugié syrien. Alors, le beau couple que ça fait avec les photos qu'elle nous envoie. Alors, je précise ici que le coût global de la francisation, là, c'est tellement gros que j'ai fait une estimation très sommaire, mais très conservatrice. Je suis arrivé à un chiffre beaucoup plus gros que le budget total des organismes de la loi 101.
Ce n'est pas un détail. Or, cette question-là n'est pas dans la loi 101. Vous ne trouverez rien dans la loi 101 qui porte sur l'enseignement du français aux immigrants adultes qui ne connaissent pas. Il n'y en a pas. Ensuite, il y a la question, là, qui s'en occupe de ça? On a déjà 2 ministres de l'Éducation. Un premier pour le primaire secondaire, puis un deuxième pour les cégeps et l'université. Actuellement, depuis l'abolition des COFI, une bonne partie, sinon tous, des immigrants adultes étudient le français dans des cégeps. Or, les cégeps relèvent du ministre de l'Enseignement supérieur. Là, on se trouve à avoir 3 ministres qui s'occupent d'enseigner. Pourquoi pas maintenir ça juste à 2, transférer au ministre des Études supérieures le cas de l'enseignement du français aux immigrants adultes. Ça le sortirait du ministère de l'Immigration qui n'a pas de poids au Conseil des ministres. La ministre de l'Immigration n'a pas de poids, son budget est tout petit, et alors que les 2 ministres de l'Éducation en ont plus. Alors, si on le tient responsable, si on tient le ministre de l'Enseignement supérieur responsable, là, il y a des grosses chances que ça bouge un peu. Et moi, quand je parle de nouveaux cours chaque semaine, c'est une roue qui tourne sans fin, en quelque sorte. Il y a des profs qui arrivent de vacances, là, qui prennent des nouveaux groupes pendant le temps qu'il faut, 30 semaines, 35 semaines, 40 semaines. Puis après ça, ils partent en congé, mais dans l'intervalle, il y en a d'autres qui sont arrivés. Autrement dit, ces professeurs-là, contrairement aux autres, prendraient pas tous leurs vacances en même temps. C'est sûr qu'il y aurait relâche à l'époque de Noël, puis pendant les vacances de la construction. OK, on est capable, on s'entend là-dessus. Mais globalement, si on veut franciser les immigrants adultes à tour de bras, il faut procéder comme ça parce que les nombres sont gros. Et le nombre de professeurs qu'il faudrait engager en surnombre, il serait assez grand. Merci. Et aussi, autre chose également, tandis ce que j'y pense. Quand on annonce le prolongement d'une autoroute, on dit combien de millions que ça va coûter. Quand on annonce qu'on va augmenter l'immigration de 10 000 personnes, on ne dit jamais comment ça va coûter pour les intégrer. Et je ne vous parle que de l'intégration linguistique. Je ne parle pas d'intégration sociale, culturelle, économique. Bon, alors, moi, je considère que Camille Lorrain a réussi, en un sens, avec sa loi 101, sur bien des aspects. Mais il y a un domaine où il a manqué son coup, mais ce n'est pas de sa faute, c'est ce que... j'achève. C'est la 34e, ça achève, oui. Alors, il a dit à son biographe, « Je voulais faire une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance, fierté et estime de soi à un peuple qui tenait à sa langue, mais qui était devenu résigné et passif. » Or, là-dessus, c'est pas ça qui se passe. Moi, j'ai reçu un courriel d'une Ontarienne qui a trouvé mon adresse, je ne sais pas comment, Cassandra. J'ai caché son nom de famille parce que je ne la connaissais pas personnellement. Elle m'écrit, j'ai gardé les fautes, mais j'ai saisi uniquement les mots que j'ai besoin ici parce que son courriel était assez long. Elle dit, « Je viens d'Ontario, je ne parlais presque aucun français, je voulais apprendre la langue, je me suis inscrite au cégep, mais personne ne voulait me parler en français. Quand je posais des questions à n'importe qui sur les rues, on me répondait en anglais à cause de mon accent. » Alors ça, c'est très répandu. Je demeure à Québec depuis 1980. Et à chaque fois que je viens à Montréal, là, je fais le test. Des gens m'interrogent et je leur réponds lentement, en articulant, en français. Et même qu'une fois, j'ai accompagné à l'école où il devait un immigrant qui cherchait son école pour ses cours de francisation. Il me disait, il m'a demandé en anglais où était telle école. C'était dans mon quartier d'enfance. Alors, je lui ai répondu en français, en gesticulant, je passe justement tout proche. On va marcher ensemble 3-4 coins de rue, je vais vous dire où c'est. Et pendant ces 3-4 coins de rue-là, je ne lui ai parlé qu'en français, en gesticulant, et je sentais qu'il comprenait un peu. Alors, quand on fait l'effort, on aboutit à quelque chose. On peut donner un coup.
Et oui, là-dessus, je vous recommande un livre que j'aurais aimé écrire moi-même. L'avocat Christian Dufault, qui est devenu politologue sur le tas, les Québécois et l'anglais, le retour du mouton. Alors, Christian Dufault, j'en ai fait une recension élogieuse, lui aussi, dans le bulletin d'histoire politique, celui-là. Et je souhaiterais que le gouvernement essaie de faire concurrence à Intac Assurance. C'est-à-dire faire comme impératif français, inciter les gens à parler de plus en plus le français. Alors, mais je ne vois pas le jour où on va avoir, à chaque fois qu'il y a une réclame d'Intac Assurance, tout de suite après, une réclame en faveur de parler en français dans l'espace public. Ben voilà, je me trouve à terminer avec ça.